À la une de l'actualité ce soir, les incompréhensions de l'ASELC suite aux attaques de Solhan. Alors que le bilan définitif est désormais disponible, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption juge anormal que des populations soient attaquées pendant plus de 3 heures sans aucune intervention militaire. Pourtant, un détachement est situé à côté. Luc Marius et Briga et ses collègues exigent que toute la lumière soit faite sur ces événements. Au ministère de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro veut ratisser large dans la tenue des assises nationales dans le domaine. Il a poursuivi ses consultations ce mardi. C'est avec le SPONG, le secrétariat permanent des organisations de la société civile, que le ministre et ses collaborateurs ont échangé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, direction le Mali qui a désormais un nouveau président et un premier ministre nommé hier, aussitôt après l'investiture d'Assimi Goïta. L'ordre constitutionnel est donc en passe d'être rétabli. C'était l'exigence de la communauté internationale pilotée par la CEDEAO. Son médiateur est arrivé ce matin à Bamako. Goodluck Jonathan y séjournera jusqu'à demain. Il sera question pour lui de rencontrer l'ensemble des acteurs de la crise politique afin de s'assurer du respect du calendrier de la fin de la transition. En France, l'actualité, c'est cette image. Le président de la République, Emmanuel Macron, giflé par un citoyen en déplacement dans la Drôme, un département dans le sud-est de la France. Un jeune de 28 ans, originaire du dit département, s'en est pris au locataire de l'Élysée. À l'unanimité, l'acte a été condamné par la classe politique française. Regardez. Emmanuel Macron a été agressé physiquement dans la Drôme alors qu'il venait de terminer la visite du lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage. Le président français s'est dirigé vers un groupe de personnes pour les saluer et c'est là qu'un homme lui a donné une gifle en criant « Montjoie-Saint-Denis, abat la Macronie ». Emmanuel Macron a été mis en retrait et les gardes du corps et la gendarmerie se sont jetés sur l'agresseur. Montjoie-Saint-Denis, un ancien cri de guerre des rois de France, est devenu l'un des symboles des royalistes. Jean Castex, à l'Assemblée nationale, a réagi à cette agression. La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat, c'est le dialogue, c'est la confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes, bien entendu. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. De la France insoumise au Rassemblement national, en passant par les Républicains et la République en marche, les responsables politiques ont tous condamné ce geste inédit depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Retour au Burkina Faso où l'actualité reste dominée par l'hécatombe de Solhan. Après quelques tergiversations sur le bilan chiffré de cette attaque terroriste, la plus meurtrière dans l'histoire du Burkina Faso, le gouvernement table désormais sur 132 morts. Bilan définitif réalisé sur le terrain du drame où l'équipe gouvernementale était en visite hier. Une équipe conduite par le Premier ministre Christophe Dabiré était porteur d'un message de compassion et d'encouragement à l'endroit des déplacés internes, du personnel soignant, des populations et des forces de défense et de sécurité. Retour sur la visite avec Benjamin Kwame. L'adjudant Sidiki Ouattara, chef de l'équipe de renfort au détachement des Déhou, parachuté à Solhan pour renforcer l'équipe présente, fait un état des lieux au chef du gouvernement, accompagné des ministres de la Défense, de la Sécurité et de l'Action humanitaire. À leur tour, Christophe Dabiré, Alkassou Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, et Ousseini Tamboura de la Communication vont au contact, entourés de quelques habitants restés à Solhan après le massacre des résidents par des hommes armés non identifiés il y a 72 heures. Ils échangent avec eux pour apporter un brin de réconfort, mais aussi d'espoir, car le nouveau visage de Solhan laisse entrevoir la désolation. Des vélomoteurs, motocyclettes, des concessions, même le bâtiment servant de dépôt de médicaments. Tout a été brûlé. Une attaque la plus dramatique que le Burkina ait connue avec 132 morts selon les sources officielles.
C'est d'ailleurs pour marquer la solidarité avec les victimes que le président du Faso a dépêché cette délégation à Solhan. C'est la première fois que notre pays connaît une attaque avec une destruction aussi massive des populations de notre pays. Et de ce point de vue, il a voulu que l'on passe un message d'espoir. Nous nous sommes battus contre le terrorisme depuis un certain temps. Nous avons remporté des victoires, mais chaque fois, il y a des défis nouveaux qui naissent et qui apparaissent. Et la situation de Solhan constitue un nouveau défi pour nous. Malgré tous les efforts que nous avons faits sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan social et développemental, nous avons connu cette attaque massive. Il était bon que nous venions saluer les populations, les réconforter et leur dire que le gouvernement est attentif à ce qui s'est passé et prendra toutes les dispositions pour que la situation puisse revenir à la normale, c'est-à-dire assurer la sécurité de cette partie du territoire. C'est aussi une visite pour rassurer les populations qu'elles ne sont pas seules dans cette tragédie. La compassion, mais aussi des condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Le drame est arrivé certes, mais son équipe compte se réorganiser pour apporter au plus vite une riposte à ceux qui ont endeuillé de nombreuses familles. C'est ce qu'indique Christophe Dabiré. L'espoir est permis parce que nous allons nous réorganiser pour pouvoir apporter la réponse appropriée à la situation. Cette incurie que nous constatons aujourd'hui ne restera pas impunie. Du reste, le lendemain de la nouvelle, nous avons déjà pris des dispositions sur le plan sécuritaire et aujourd'hui, cette partie du territoire est occupée par un certain nombre de forces qui sont en train de travailler à faire un ratissage pour rassurer les populations qui sont encore là et qui essayent de rester résilients. Solhan s'est vidé de sa population pour se réfugier à Seba, à quelques 15 km du lieu du drame. Seba compte en moins de 3 jours 7000 réfugiés. Un minimum de réconfort est pris pour ces déplacés internes, rassure Christophe Dabiré. Des blessés, il y en a eu assez au cours de cette attaque. Certains dans des états très graves, ils sont déportés, pour la plupart, dans les centres de santé de Seba, Dori et Ouagadougou. Depuis l'attaque de Solhan, nous avons reçu au total 40 blessés qui ont été admis au niveau du CMA de Seba. Et sur les 40 blessés, il y a 23 que nous avons pu évacuer au niveau du CHR de Dori. Nous avons eu des échos qu'il y a un certain nombre qui ont dû continuer à Ouaga au regard de la gravité de leur état. Et il y a 11 malades que nous avons déjà libérés. Autrement dit, leur soin au niveau de l'hôpital est fini. Ils sont chez eux. Actuellement, dans nos services, nous avons 6 malades qui sont là. Leur état est très stable et bientôt, ils seront libérés. Le combat contre le terrorisme se poursuit. Le gouvernement continuera de donner les moyens au FDS pour sécuriser davantage le territoire national et les populations, évoque le chef du gouvernement. Mais à cette même population, il demande d'aider son équipe à éviter que la jeunesse s'enrôle davantage dans les rangs de ces hommes sans foi ni loi. Il faut que la population s'engage avec nous pour faire en sorte que les enrôlements de nos jeunes s'arrêtent, que nos jeunes restent dans leur pays pour travailler au développement économique et social de ce pays-là, pour que nous puissions partager les fruits de ce développement-là. Il n'est pas bon que ces jeunes-là, qu'on les laisse partir, ils font s'enrôler dans les groupes terroristes et ce sont eux qui reviennent dans les villages pour s'aimer la terreur et la désolation dans leur propre famille. Il faut que l'on combatte ça. Un hommage a été rendu à tout le personnel administratif présent dans le Sahel pour accomplir leurs tâches au quotidien. Christophe Dabiré les encourage à garder le cap, car au bout du compte, le pays viendra à bout du terrorisme. Et suite à cette attaque de Solhan, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a dénombré plus de 3300 personnes qui ont été forcées de fuir suite aux événements. Ces événements de Solhan qui suscitent des interrogations au sein de l'opinion et même dans les institutions étatiques comme la SELC, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption ne comprend pas pourquoi une attaque peut durer plus de 3 heures sans aucune intervention militaire. Pourtant, un détachement de l'armée est à une dizaine de kilomètres. Luc Marichou-Briga et ses hommes veulent également voir clair dans les effondrements d'écoles. Ils n'oublient pas par ailleurs d'interpeller une fois de plus l'exécutif accusé de faire traîner l'adoption d'un certain nombre de textes de base de la SELC. La structure était en session ordinaire ce 8 juin. Abdou Aziz Sari.
Cette première session de l'année 2021 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption est l'occasion pour le président de son conseil d'orientation de se prononcer sur l'attaque de Solan dans la région du Sahel qui a causé la mort de plus d'une centaine de personnes. Dieudonné Yameogo estime que c'est anormal que les populations de cette localité aient subi l'assaut des barbares pendant plus de 3 heures sans aucune intervention, alors qu'un détachement militaire est basé à une dizaine de kilomètres des lieux. Toute la lumière doit être faite sur cette affaire afin que plus jamais une telle horreur ne se reproduise dans notre pays. À la mémoire des victimes, je vous invite à observer 1 minute de silence. L'autre phénomène tout aussi inquiétant selon la SCLCE, c'est la multiplication des effondrements d'infrastructures scolaires ou autres qui, pour elle, seraient la conséquence des actes de corruption qui ont entaché le processus ayant conduit à la réalisation de ces bâtiments. C'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite, parce qu'une infrastructure s'est écroulée, dire qu'il y a eu corruption, mais il y a quand même des présomptions. Et nous avons justement souhaité que les SCLC puissent creuser dans ce domaine-là. Parce que, normalement, quand une catastrophe arrive comme ça, il faut qu'on puisse avoir une explication. Le mal dont souffre actuellement l'autorité supérieure de contrôle d'État, c'est la lenteur du gouvernement dans l'adoption des textes de base devant permettre son plein fonctionnement. Sur 9 textes introduits auprès du Conseil des ministres depuis 2019, seulement 3 décrets ont été signés. Il y a bien sûr d'autres décrets qui ont été adoptés, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc ça veut dire que la SLC, pour fonctionner de manière efficiente, tout en ayant tous les instruments juridiques de son fonctionnement, ne les a pas pour l'instant. Donc, on peut dire que ce qui se fait actuellement, c'est vraiment au forceps, c'est-à-dire que la SLC travaille, fonctionne réellement, mais elle aurait pu faire beaucoup plus si on lui avait donné des moyens suffisants pour le faire. Cette première session ordinaire de l'année 2021 a été également l'occasion pour l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption de procéder à l'installation de 3 nouveaux conseillers d'orientation. Ils jugent de mener à bien leur mission afin de relever les défis liés à la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Et cette lutte contre la corruption, vous l'avez entendu, va concerner le département de l'éducation nationale qui fait les frais des effondrements d'écoles. Effondrements d'écoles, une préoccupation parmi tant d'autres soulevées par les acteurs de l'éducation. Ils seront justement abordés aux assises nationales sur l'éducation. Et en prélude à cette grande messe, le ministre en charge de l'éducation nationale poursuit ses consultations ce 8 juin. Satisfasa Waro a rencontré le SPONG, le secrétariat permanent des organisations de la société civile, Arsène Konditamdi. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales veut une plus grande implication des organisations non gouvernementales aux assises nationales sur l'éducation. Les ONG dépensent chaque année des milliards de francs CFA dans le système éducatif burkinabé. Il était donc de bon ton pour Stanislas Waro de s'entretenir avec elle afin de recueillir leurs préoccupations techniques sur ces consultations. Vous savez que donc, le SCOM regroupe en son sein des ONG et des associations de développement actives en éducation. Et donc c'est un partenaire incontournable qui mobilise plus de 2 milliards chaque année pour les systèmes éducatifs, pour le développement du système éducatif. Et ces ONG et associations de développement actif en éducation du SPONG ont une très bonne connaissance du système éducatif burkinabé, ont une très bonne vision et mènent des études donc, qui peuvent nous aider à réussir donc, ces assises. Et donc, on a obtenu donc, du SPONG une pleine participation, une contribution. Au cours de ces échanges, le ministre a obtenu l'engagement de ces organisations. Certains membres vont se mettre à la disposition du ministère pour la rédaction du document qui va servir de base aux assises régionales et nationales. Déjà, nous avons rassuré Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et toute son équipe que nous allons travailler ensemble parce que nous savons que le système éducatif a besoin de réformes profondes et ensemble nous pourrons réfléchir sur comment mener ces réformes-là de façon réussie
pour arriver à une situation où l'avenir du Burkina sera plus radieux. Parce que lorsqu'on regarde le contexte actuel, il y a lieu de s'inquiéter et cela montre que c'est vraiment le moment de s'asseoir ensemble et de regarder les vrais problèmes. Environ 25% du budget national est consacré au secteur de l'éducation et l'ambition de ces assises est de faire en sorte que cet investissement puisse apporter les résultats escomptés. Toujours dans le domaine de l'éducation, le club Aurore, lui, envisage d'organiser dans les 13 régions du Burkina Faso une série de conférences publiques sur la citoyenneté et le vivre ensemble. Il entend contribuer ainsi à créer un modèle résilient de population et de dirigeants ayant les mêmes ambitions pour construire l'État-nation. Après Ouagadougou, c'est Bobo Dioulasso qui accueille cette caravane de conférences éducatives. Majid Bakouan nous en dit plus. La participation citoyenne, moteur de transformation sociale, c'est le thème qui a été décortiqué au cours de cette conférence publique. Face aux étudiants de l'université Nasdib Boni, 3 conférenciers, Maïmouna Ndiaye, comédienne et actrice de cinéma, Dr Patrice Toé, enseignant-chercheur, et Mamadou Banakourou Traoré, opérateur économique. Durant 2 heures, les conférenciers se sont entretenus avec les étudiants sur leur participation citoyenne pour l'ancrage d'une société plus tolérante où le vivre ensemble sera une réalité. D'abord, je suis moi-même un exemple de participation citoyenne. Vous savez, la définition même de la participation citoyenne depuis ses origines, c'est prendre part à la vie de sa société. Je suis entrepreneur, j'ai un métier, mais en plus de ce métier, je prends la parole publiquement, j'écris dans les journaux, je vote. Et tout ça, c'est cet ensemble de choses et de civisme, de comportement qu'on appelle participation citoyenne. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une caravane de conférences éducatives qui va sillonner les 13 régions du Burkina Faso. Une initiative du club Aurore qui veut outiller la jeunesse sur un certain nombre de valeurs sociales. Nous avions décidé de nous attaquer et de contribuer fortement sur les thématiques liées à la citoyenneté. Donc, raison pour laquelle nous avions décidé d'en faire une caravane pour faire le tour des 13 régions du Burkina, tenir des conférences sur cette thématique centrale et afin, d'une part, apporter des connaissances sur ces notions capitales pour le renforcement de notre citoyenneté. Secondo, créer des échantillons de citoyens modèles que nous allons appeler les Alumni Aurore. La conférence de Bobo Dioulasso est la 2e après celle de Ouagadougou. Elle est venue le 22 avril dernier. Après Bobo Dioulasso, le cap sera mis sur Dédougou dans la boucle du Mouhoun pour la 3e conférence. Les transformateurs des oléagineux du Burkina Faso ont désormais un nouveau responsable. Leur association est dorénavant présidée par Kassari Konaté, qui succède à Salifou Sinon à la tête de l'organisation. Depuis 7 ans, le mandat du nouveau président a pris effet la semaine dernière au cours d'une cérémonie de passation de pouvoir entre les 2 hommes. Kader Kondé, Soto Justin Dabilé. Kassari Konaté est le nouveau président de l'association des transformateurs des oléagineux du Burkina ATOB. Il succède à Salifou Sinon, porté à la tête de l'ATOB le 27 juin 2014. Durant ces 2 mandats de 7 ans, Salifou Sinon dit avoir travaillé à conduire et maintenir l'association parmi les acteurs clés de la filière agro-industrielle au Burkina Faso. Nous avons trouvé un groupement qui rayonnait bien et nous avons porté notre touche avec l'équipe qui vient de passer la main. Avec nos partenaires techniques et financiers, nous avons pu amener le groupement au niveau où vous le voyez aujourd'hui. Nous avons amené le groupement, en tout cas à un niveau encore plus représentatif, avec une très grande satisfaction que moi et mon équipe passons la main et nous souhaitons vraiment plein succès au bureau entrant. Il peut compter aussi sur nous. Élu au cours de l'Assemblée générale de l'association, le nouveau président de l'ATOB place son mandat sous le signe de la gouvernance et de la cohésion au sein de l'association. D'abord, rassurer nos partenaires financiers et techniques. Ensuite, amener la cohésion au sein de notre association et amener les gens à travailler et à se nourrir même de l'huilerie. Et puis pour que l'État aussi puisse avoir sa marge de manœuvre dans ce travail-là.
pas que ce soit un travail de bandits. Quand on nous écoute, on dit non, c'est les îlots, là, c'est des bandits. Non, je veux qu'on mette un terme à ça. Nous voulons aller de l'avant pour que l'association retrouve son truc d'antan. Pour relever ces défis, je me dis que je me base d'abord sur la composition de mon bureau. C'est des gens avisés que j'ai pris pour mettre dans le bureau. Et bon, ensuite, on va voir aussi les conseils des spécialistes pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Créé le 7 juillet 2007 sous le nom de Groupement des transformateurs de produits oléagineux du Burkina, l'ATOB a pour objectif de représenter les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des fournisseurs et autres partenaires ou intervenants de la filière. Les transformateurs d'oléagineux qui peuvent être intéressés par cette initiative, le projet Burkina Dry More porté par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Le projet vise à construire un secteur de transformation agroalimentaire résilient pour plusieurs chaînes de valeur agricole. Le projet a été lancé à Bobo-Dioulasso, surtout Justin Dabiri. Construire un secteur agroalimentaire résilient au Burkina qui offre des revenus améliorés et une résilience climatique aux petits exploitants agricoles ainsi que des emplois durables aux jeunes et aux femmes, c'est l'objectif visé par le projet Burkina Dry More. Ce projet est né de la volonté du Royaume des Pays-Bas de changer la dynamique économique de la région des Hauts-Bassins. Nous pouvons prouver que cette approche, c'est une approche bien. Et si ça le fait, je pense que le secteur privé le va faire il seul. Parce que s'ils veulent savoir que ça marche et on voit que ça marche, on est prêt de faire plus d'investissements. Donc ce n'est pas nécessaire de faire une deuxième ou troisième phase financée pour une valeur de fonds parce que nous vont prouver que c'est une business model qui va donner déjà à court terme des profits. Le Burkina Faso a déjà développé une infrastructure de la chaîne de valeur de mangue séché et nous voulons ajouter des autres produits comme le hibiscus, gingembre, fonio et le kilichi pour mieux valoriser l'infrastructure qui est déjà là. Ce sont des infrastructures qui demandent beaucoup d'investissement et on peut mieux rentabiliser, et pas seulement dans la saison de mangue sèche, mais aussi dans toute l'année. Au cours de la cérémonie, Sim Fonio, une entreprise spécialisée dans l'exportation de produits bio en Hollande, a signé une convention de partenariat avec des entreprises locales. C'est déjà pour s'engager sur deux fronts. On s'engage auprès du projet Burkina Dry More, comme quoi on fera partie du projet, dans le sens où on va les appuyer à racheter la production de leurs agriculteurs. Et après la signature de contrat avec l'autre société, c'est pour aussi leur garantir l'achat. Donc quand ils auront produit le fonio, on leur garantit, c'est en fait un bon de commande. Lancé pour une durée de 3 saisons, le projet Burkina Dry More est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burkina. Le projet est piloté par un consortium composé d'Advance Consulting, de Sens, d'AgroDev, de Timini et d'Afrique Verte. Les acteurs du programme d'investissement forestier, eux, sont en concertation à Ouagadougou. Objectif, analyser le projet de texte relatif aux droits carbone qui trouvent leur fondement dans l'accord de Paris sur le climat. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse avec Justin Amontou. Ce 7 juin, les acteurs du programme d'investissement forestier procèdent à la validation de la note d'analyse et du projet de test relatif aux droits carbone. Ces droits trouvent leur fondement dans l'accord de Paris sur le climat. C'est un droit qui devrait inciter les différents acteurs nationaux, non nationaux, à s'investir, à contribuer dans les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans notre pays. Ces droits relèvent de la catégorie des droits subjectifs. Cet atelier est donc impératif pour la réussite du processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, incluant la gestion durable forestière, en abrégé REDD+. Le présent atelier, qui est extrêmement important pour notre pays, vise à examiner et adopter les textes fondamentaux pour régir bien sûr ce cadre juridique-là et permettre aux différents investisseurs d'être sécurisés.
La Banque mondiale est aussi engagée aux côtés du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique pour la réussite du processus. Et on en vient à cet outil novateur au service des entrepreneurs burkinabés. Il s'agit de l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique, une plateforme qui vise à renforcer les capacités managériales des chefs d'entreprise et des administrateurs de sociétés. Créée en 2017, l'Académie est plus que jamais entrée dans sa phase opérationnelle. 2 types de formations sont notamment proposées, la formation intra-entreprise et la formation inter-entreprise. Le projet a été officiellement lancé le 3 juin dernier. Abdou Aziz Sari. L'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique Aigle est un outil qui vise à renforcer les capacités managériales des dirigeants d'entreprise et des administrateurs de sociétés. Lancé ce 3 juin, ce projet vient compléter le dispositif de renforcement des capacités managériales que l'État a pu mettre en place à travers l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM et l'École nationale des régies financières ENAREF. Il convient de noter que dès sa création, l'Aigle s'est doté d'un organe de gouvernance à la hauteur de ses ambitions et composé d'institutions, d'administration, d'instituts de formation, d'ordre professionnel, d'associations et de personnes ressources. Pour assurer une meilleure visibilité, l'Aigle s'est doté d'une identité visuelle, également en adéquation avec sa vision. Aujourd'hui, elle se reconnaît à travers un logotype éloquent, original, lisible et simple. L'Aigle propose 2 types de formations. Le premier est la formation intra-entreprise ou intra-secteur. Elle se déroule dans un cadre suggéré par l'entreprise qui souhaite former ses administrateurs, sa direction générale. Le deuxième est la formation inter-entreprise qui se déroule dans un cadre neutre et propice à des échanges cordiaux et regroupe des administrateurs et directeurs généraux de différentes organisations. En un peu de temps de fonctionnement, l'Aigle enregistre des résultats tangibles, tant au plan de sa propre gouvernance qu'en termes de visibilité, de connaissance de son environnement, de sensibilisation et de renforcement des capacités et de développement du partenariat stratégique. C'est en 2017 que l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique Aigle a vu le jour. Le ministre en charge du commerce invite les chefs d'entreprise à tirer le meilleur de cet outil pour assurer la performance de leur entreprise. Un changement d'identité visuelle pour être en phase avec les ambitions de l'entreprise. C'est l'intention des premiers responsables de Saham Assurance qui devient Sanlam Assurance. Un nouveau départ pour ce groupe de services financiers qui entend ici harmoniser sa politique et sa vision à travers un projet d'entreprise unique. Le groupe Sanlam est présent dans 43 pays, dont 33 en Afrique. Le changement a été présenté aux acteurs de la ville de Bobo-Dioulasso en présence de Majid Bakouan. Sanlam Assurance Burkina Faso, c'est la nouvelle dénomination de Saham Assurance. Pour son directeur général, c'est un changement de nom qui traduit le passage à une nouvelle dimension de développement. Plus qu'un changement de nom, c'est aussi un nouveau départ pour la compagnie, avec une nouvelle identité visuelle et une culture d'entreprise. En devenant Sanlam, nous élargissons le champ des possibles. En effet, devenir Sanlam, c'est pour nous apporter de la cohérence à travers l'harmonisation de la politique du groupe Sanlam par l'implémentation d'une marque unique partout en Afrique. Devenir Sanlam, c'est véritablement transformer notre relation clientèle à travers notre adhésion à un projet d'entreprise unique du groupe Sanlam. Projet d'entreprise qui place les clients, c'est-à-dire vous, chers invités, au cœur de nos actions. Ce changement de dénomination intervient avec des innovations majeures. TAC Digital Auto est un produit d'assurance automobile qui permet de choisir le type d'assurance selon son budget. Il s'agit aussi, et surtout pour nous, d'avoir une écoute plus attentive à travers de nouveaux mécanismes que nous allons mettre en place. L'innovation dans les produits et les services que nous proposons va constituer un axe clé de notre changement. À l'occasion,
Les meilleurs agents de la compagnie ont été récompensés. En rappel, Sanlam Group, c'est plus de 100 ans d'expérience. Elle est présente dans 33 pays en Afrique et intervenait à travers 200 entreprises. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de nous suivre depuis Oursi dans l'Oudala. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.